Monsieur Barry, bonjour et bienvenue dans Starcom sur la télé du 21e siècle. Oui, bonjour mes amis, bonjour les chers auditeurs. Alors, docteur, tout le plaisir pour nous de vous avoir dans cette émission consacrée essentiellement à la riposte nationale face au Covid-19. Cette première question, docteur, quelles sont en quelque sorte les grandes définitions et symptômes du Covid aujourd'hui pour le citoyen lambda qui continue notamment de penser que le Covid peut-être n'existe pas? Oui, merci déjà pour cette question et merci d'attirer l'attention qu'il y a beaucoup d'individus qui pensent que cette maladie n'existe pas. En fait, cette maladie existe bel et bien. Ouais. Elle est venue de la Chine, on connaît, et puis après elle est partie en Europe, ensuite aux États-Unis et après en Afrique. Le plus souvent en Afrique, c'est des maladies importées de l'Europe que nous avons reçues ici, en particulier en Guinée. Ouais. Mais une fois en Guinée, elle a commencé à s'étendre. On a commencé à avoir des contaminations communautaires. Donc, à l'intérieur du pays, on commence à en avoir. Donc, c'est une maladie qui se présente comme une grippe, comme un rhume, avec des symptômes qui se ressemblent. Alors, il y a un écoulement nasal, il y a une fièvre, il y a la fatigue, il y en a qui pensent qu'il y a même une perte de l'odorat, une perte de l'appétit, il y a une toux. Et après, il y a ce qu'ils appellent un syndrome respiratoire caractérisé par des difficultés respiratoires, surtout dans les cas graves. Et c'est ce qui nécessite justement une hospitalisation et puis un apport d'oxygène à grande échelle, doublé de traitements symptomatiques qu'on donne dans les hôpitaux. Ah. Donc la maladie existe bel et bien, elle est en Guinée et elle est en train de prendre de l'ampleur. Alors docteur, c'est ça qui nous préoccupe. Cette deuxième question, il faut dire que qui parle de Covid-19 parle forcément de la question de la capacité des États africains à faire face notamment à la prise en charge des patients en Guinée. Vous, en tant que spécialiste, quel est le regard que vous portez sur cette prise en charge? Bon, tu sais, vous savez plutôt, les États africains, il y a des actions qui changent d'un pays à l'autre. Ouais. Bon, si je reste en Guinée, il y a eu des actions qui ont été bien menées. Il y a d'autres actions qui ne sont pas bien menées. Il y a des actions du point de vue intention qui sont très bonnes, mais dans la mise en œuvre qui ne sont pas du tout bonnes et qui risquent d'empirer au niveau de la propagation de la maladie. Et si je prends par exemple, en Guinée, on a eu des atouts. Moi, je peux les appeler comme ça, des atouts avec l'épidémie d'Ebola. Des atouts qui ont permis à la Guinée d'avoir alors une coordination qui était mise en place et qui coordonnait toutes les activités où tous les partenaires travaillaient avec et utilisaient la même approche stratégique pour lutter contre Ebola. On a eu également, toujours à partir de l'Ebola, des CTP qu'on a mis en place. On a renforcé les compétences des gens, renforcé les compétences des laboratoires et on avait une approche multimédia coordonnée. Multimédia coordonnée, on impliquait les leaders communautaires, etc. Maintenant, avec Covid, je crois que les choses ont tout petit peu changé. Alors, il y a la coordination. Donc, la coordination, laissez-moi vous dire, il y a plusieurs coordinateurs. Alors là, c'est déjà une faiblesse. Normalement, on a l'ANSS qui doit être chargé de coordonner et de travailler avec tous les partenaires pour gérer l'épidémie. Par le passé, l'ANSS pouvait désigner les équipes techniques pour gérer l'épidémie. Mais à présent, ce n'est pas l'ANSS qui gère la désignation de ces équipes techniques, même si l'ANSS propose, mais les équipes techniques cette année
c'est presque au niveau, je crois, de la présidence ou au niveau du ministère de la Santé. Donc, ce qui fait dire que les conditions de désignation des équipes techniques, parfois, on ne sait pas sur quelle base. Deuxièmement, si vous prenez le renforcement des compétences qui se passe à tout bout de champ, et troisièmement, et surtout ce qui me fait de la peine, c'est l'intervention parfois du gouvernement dans la gestion de cette épidémie. Ouais. Et par endroit, le gouvernement se comporte comme un épidémiologiste. Alors, ça, c'est très dangereux. Comparé aux autres pays, ça ne se passe pas comme ça. Si je prends, par exemple, ce que le chef de l'État parfois a dit la dernière fois, que les gens peuvent boire de l'eau chaude et après que les gens peuvent utiliser le ventilateur pour se protéger. Bon, ça, c'est le chef de l'État qui le dit. Quand lui il dit des choses de ce genre, tout le monde doit suivre, tout le monde doit respecter. Ouais. Alors, des messages de ce genre devraient venir des preuves scientifiques. Or, je ne suis pas très sûr que ce soit le cas. Alors, vous voyez déjà, c'est un problème par rapport à ceci. Ouais. Pourquoi nous, en tant que communicateurs, les communautés nous demandent partout. Ah, qu'est-ce que vous pensez, le ventilateur et l'eau? Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en dites? Que Dieu m'en garde de voir ma sagesse, je ne peux pas dire non. Ce que le chef de l'État a dit n'est pas vrai. Non, il ne faut pas utiliser ça. On ne peut pas faire ça. Donc, ce que moi je conseillerais, dans des situations de ce genre, c'est de laisser, même s'il a une idée du genre, c'est de laisser aux spécialistes pour dire des choses de ce genre, donc notamment à l'agence de sécurité sanitaire. Alors docteur, pour illustrer en quelque sorte cette politisation déguisée qui a des impacts sur la capacité de vous, spécialistes notamment, de faire face à la pandémie, c'est cette décision du chef de l'État en ce qui concerne le port obligatoire des masques désormais qui rentrent en vigueur à partir de ce samedi. Première question, quelle est l'utilité des masques dans une situation de crise, surtout celle dans laquelle aujourd'hui nous traversons? Oui, le port obligatoire, là, moi je suis en faveur 10 sur 10. Pourquoi? Parce que ce port obligatoire réduit beaucoup le risque de transmission. Regardez, si vous prenez deux individus qui n'ont pas de masque, il y a un d'entre eux qui est infecté, la transmission est très élevée. Et si vous prenez toujours ces deux individus, donc l'infecté porte le masque et l'autre qui n'est pas infecté ne porte pas, la transmission est moins. Et si c'est celui qui n'est pas malade seul qui porte le masque, alors que le malade ne porte pas le masque, c'est toujours la transmission est encore encore moindrement élevée. Maintenant, si les deux portent le masque, la transmission est faible. Ouais. Donc, la transmission de l'individu malade à l'individu faible à l'individu malade à l'individu sain est faible. Mais maintenant, là où le bas blesse à ce niveau, c'est le fait qu'on n'explique pas bien les avantages de cela à la population. L'être humain n'aime pas qu'on l'impose un comportement. L'impératif. Il faudrait comprendre l'avantage d'adopter le comportement. Là, du coup, il va adopter le comportement sans problème. Ouais. Et c'est ce qui fait que vous allez voir que c'est pas tout le monde. Les gens vont porter le masque, pas parce qu'ils savent que c'est un avantage pour eux, mais pour ne pas que la police les arrête, mais pour ne pas que la police les fasse. Là, la communication est un peu faible. Ouais. Et c'est à ce niveau qu'on va vous demander vous-même de nous appuyer pour expliquer les avantages de porter le masque pour et le malade et celui qui n'est pas malade, dans le cas de la propagation du Covid. Alors, docteur, dans cette fourchette de réplique de l'État guinéen face à la pandémie, il y a cette annonce qui a été accueillie comme état une sorte d'éclat
au sein notamment du monde du corps médical, c'est un peu la Guinée dispose désormais d'un conseil scientifique composé de 17 membres qui a pour mission spéciale notamment de formuler des recommandations permanentes afin de renforcer l'efficacité de la réponse nationale contre la pandémie du Covid-19. Alors vous, de votre avis, quel devrait être le rôle de ce conseil scientifique? Bon, la mise en place d'un conseil scientifique est toujours vraiment très, très salutaire, très souhaité. Mais maintenant, ce conseil scientifique, il a quelle liberté d'action? Est-ce que ce conseil scientifique ne peut pas être bloqué par quoi que ce soit? Parce qu'il faut qu'il soit complètement indépendant pour que ce conseil puisse atteindre ses objectifs. Donc son rôle pourra être peut-être un rôle de réflexion à son niveau, un rôle de conseil à son niveau. Donc tous nos faits et gestes, nous qui sommes intermédiaires, devrions partir des conseils de ce conseil scientifique. Par exemple, si nous devons parler d'une attitude ou d'un comportement que les uns et les autres doivent porter, on peut toujours nous référer du conseil scientifique. Mais si chacun de nous, ou parce que j'ai un pouvoir, ou vous, votre radio a un pouvoir, vous pouvez vous permettre de diffuser des messages qui ne soient pas acceptés ou validés par ce conseil scientifique, et que vous soyez tranquille, en ce moment, ça ne marche plus. Ouais. Donc, tout le monde doit se référer à ce conseil scientifique et on doit donner à ce conseil scientifique son pouvoir tel qu'il a été dit, conseil scientifique, pour qu'il soit efficace. Ouais. Sinon, c'est de la démagogie. Alors si on faisait le rapport, docteur, entre ces conseils scientifiques et le comité interministériel qui a été également instauré par l'État guinéen, est-ce que là, ça ne biaise pas un peu cette indépendance et pourquoi pas l'autonomisation dont vous réclamez là de ces spécialistes vis-à-vis de la politique? Parce que déjà, il y a également un autre comité interministériel de la riposte nationale. Oui, mon ami, c'est ce que j'ai dit au départ. C'est qu'avec Covid, on a tellement de pouvoirs. Quand je dis pouvoir, des unités nantis de pouvoir pour intervenir, qui fait que parfois, il y a une espèce d'opposition, on ne sait pas qui fait quoi, qui est qui, etc. Parce qu'il y a trop de pouvoir. Si je peux citer, l'ANSS est là. L'ANSS a joué un grand rôle dans la gestion de Ebola. Après, il y a ce conseil scientifique, il y a celui que vous dites, il y a l'INSP, il y a le ministère, etc., etc. Il y en a beaucoup d'un côté. Et de l'autre, il y a les partenaires également qui viennent, qui ne savent pas par où aller. Parfois, est-ce que les partenaires doivent venir à l'ANSP ou bien à l'INSP ou bien à l'ANSP? Vous voyez, ces troubles-là, c'est des choses qui ne peuvent pas marcher. Normalement, on devait donner à un seul le pouvoir et on lui dit maintenant tu essaies de meubler les autres autour de toi pour que vous parlez le même langage et que vous ayez les mêmes actions. Et maintenant, cette unité doit être absolument indépendante, ne doit pas être influencée par le pouvoir, par le gouvernement. Il doit lui laisser tranquille avec tout ce qu'il doit faire. Il peut rendre compte au pouvoir, mais dès lors il y a beaucoup d'intervenants, beaucoup de pouvoirs qui interviennent, soyez rassurés que nous allons en perdre. Et c'est ce qui fait qu'avec Covid, là, personnellement, j'ai beaucoup plus peur qu'avec Ebola. Alors, docteur, revenons sur la pandémie en Guinée. Il faut dire qu'il y avait une sorte de rassurance en ce qui concerne la propagation de la maladie. Mais on a vu que désormais, la Guinée a dépassé le cap de 400 et quelques cas positifs avec 2 cas de mort enregistrés. En tant qu'épidémiologiste, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette propagation qui passe notamment à une sorte de vitesse? D'abord, tout épidémiologiste connaît que la gravité d'une épidémie, c'est l'incidence, le taux de nouveaux cas. Ouais. Si le taux de nouveaux cas augmente, c'est qu'on est vraiment en danger. Tant que le taux de nouveaux cas ne se stabilise pas, on est en danger. D'une part. D'autre part, les cas de décès. Également, si ça augmente d'un jour à l'autre, aussi, c'est un indicateur qui n'est pas bon pour nous. Alors,
En Guinée, actuellement, on est au départ. Je peux dire on est au départ. Vous avez vu notre courbe d'incidents, de nouveaux cas, comment est-ce qu'elle est en train de s'envoler. Donc, ce n'est pas pour demain l'arrêter. Il faut qu'il y ait des actions efficaces pour qu'on puisse freiner l'allure que cette courbe d'incidence est en train de faire. Alors, si vous me demandez comment ça se passe, jusqu'au départ, c'était les autres qui ont importé. Alors, il fallait gérer ces importés pour ne pas que ceux-ci contaminent la population. Dès lors, ça rentre au niveau communautaire. Et qu'au niveau communautaire, on continue à adopter des comportements qui ne réduisent pas les risques de contamination, notamment se laver les mains, éviter le contact et porter le masque. En ce moment, le virus est en train d'être répandu à travers l'atmosphère. Et en ce moment, tout le monde a la même chance d'être infecté. Vous voyez. Alors, docteur, je voudrais demander votre avis sur un débat qui fait couler beaucoup d'encre et de salive à l'international. C'est un peu, docteur, le professeur Raoul qui notamment brille par ses recommandations à travers notamment le chloroquine. Aujourd'hui, on voit que ce médicament est prisé et que ça n'existe même plus sur le marché. Vous, en tant qu'épidémiologiste, quel est votre avis sur notamment l'utilité de ce médicament pour notamment le traitement du Covid-19? Ok. Avec tout le respect que j'ai pour le professeur, je ne pourrais pas dire que la chloroquine soigne, la chloroquine ne soigne pas. Ok. Pourquoi je ne le dis pas? Parce que du point de vue scientifique, pour qu'un médicament soit avéré efficace, il faut qu'il y ait des études. Il faut qu'il y ait des études avec un échantillon représentatif. Alors, pour ce qui est ce que le professeur a fait, il a fait certainement une étude à partir d'un échantillon, et ce qu'il reproche, on dit que l'échantillon est encore faible. Et il a constaté qu'il y a des résultats positifs. Et maintenant, l'OMS a dit qu'il faut utiliser la chloroquine que seulement lorsque les cas sont très graves. Il ne faut pas utiliser la chloroquine à but préventif. Il ne faut pas utiliser la chloroquine à tout bout de champ. Pourquoi? Parce que cette chloroquine a des effets secondaires. Elle a des effets secondaires qui pourraient même tuer le malade alors qu'on est en train de chercher à limiter, comment on appelle, la COVID. Pour moi, et mon conseil, c'est quoi? C'est de laisser les professionnels de santé, les médecins, décider la nécessité d'utiliser la chloroquine. Et d'ailleurs, ce n'est pas elle seule, il faut la combiner avec l'antibiotique ou pas. Il ne faut pas que la population, la communauté touche à la chloroquine, soit pour préventif, soit pour curatif, soit pour traitement, automédication. Laissons l'utilisation de la chloroquine aux mains des médecins spécialisés chargés de la prise en charge. Lorsque c'est nécessaire, il va évaluer le cœur, il va évaluer les vaisseaux, il va évaluer tous les éléments pour savoir est-ce que oui ou non on peut mettre la chloroquine en additif ou pas. Ouais. Alors, il y a cette question, docteur, parce qu'on le sait qu'il y a des mesures barrières aujourd'hui qui sont brandies et qui sont en train d'être notamment encouragées par tout le monde pour le respect et suivi à la lettre de ces mesures. Mais, comme on le dit, ce virus, il est dans l'air, dans la nature. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui en termes de mesures précautieuses qu'il faut prendre en tant que citoyen pour ne pas contracter ce virus, en plus notamment de ces mesures barrières? Ok. C'est simple. On nous a enseigné ou on a dit que le virus se promène dans l'air. Et que c'est lorsqu'on respire des gouttelettes, c'est en ce moment on est infecté. Et du coup, c'est facile. Premièrement, il faut monter son casque. Il faut aller toujours avec le masque. Là, ça réduit le risque de respirer de respirer le virus. Deuxièmement, il faut se laver les mains de façon régulière. De façon régulière à l'eau et au savon.
Pourquoi de façon régulière? Parce qu'on ne peut pas se rendre compte. On peut toucher des poignets, on peut toucher quelqu'un sans se rendre compte. Et puis après, le nez, c'est ce qui nous est très cher. Et chaque fois, on va toucher le nez. Pour quelle raison, je ne sais même pas. Et c'est dans ce cadre qu'on pourrait se contaminer. Alors, à force de se laver le main de façon régulière et en faire de ça une norme sociale, on a une chance de nous protéger. Troisièmement, il faut garder une distance d'1 mètre au moins. Parce que lorsque l'individu respire ou il tousse et crache, les gouttelettes de pluie, les gouttelettes contenant le virus tournent autour de lui. Il y en a qui disent 1 mètre, il y en a qui disent 2 mètres. Maintenant, si nous gardons au moins 1 mètre de distance entre les individus, on a également une chance réduite d'être touché. Et aussi, comme le virus est dans l'air, et c'est pour cette raison qu'on conseille de rester à la maison dans la mesure du possible. Si vous n'avez pas une bonne raison qui vous demande de sortir pour aller en ville ou aller ailleurs, il faut rester à la maison au maximum possible. Ouais. Donc, en résumé, premièrement, rester à la maison. Deuxièmement, se laver les mains de façon régulière. Troisièmement, porter son masque à tout bout de champ. Et surtout, à chaque fois que vous venez dans un milieu public. Docteur Alpha Mamoudou Bari, épidémiologiste. Je rappelle que vous êtes également directeur de Santé Plus Guinée. Docteur, tout le plaisir a été pour nous de vous avoir dans l'émission Starcom sur la télé du XXIe siècle.